Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Alors, pour commencer, parlons de Comédie Plus, cette chaîne créée il y a 20 ans, au contenu sécable et au live, finalement, ce format avant-gardiste, comment est venue l'idée? Au tout début de la création de Comédie, nous avions envie d'en faire une chaîne chaude. Chaîne chaude, c'est-à-dire non pas un robinet à images, mais un rendez-vous avec du live. Et ensuite, on s'est aperçu dans notre business model que si l'on mettait des sketchs, on avait 5 sketchs par soir frais avec les Robins des Bois, ça nous permet d'avoir des bouts sécables et de pouvoir les distribuer dans la chaîne là où on avait envie de le faire. Et en fin de compte, c'est devenu... Alors, on a eu de la chance et du pif. La plupart sont devenus des gens connus. Et donc, on a pu revendre encore mieux ce catalogue qu'on a fabriqué au fil du temps et qui continue à fonctionner. Donc, finalement, l'innovation est née... En fait, c'est presque improvisé au fil du temps. Oui et non. Elle s'est improvisée lorsqu'on a vu... elle ne s'est pas improvisée tout de suite. On savait qu'on avait besoin, pour rendre cette chaîne rentable, d'avoir une émission qui fonctionne avec des sketchs. Et qui dit sketch dit programme court. Voilà. Mais programme court en live, qui n'a pas le même retentissement qu'un programme court fabriqué et qu'on peut passer avant, au milieu ou après une émission. Oui, donc finalement, c'est un format presque avant-gardiste, puisqu'on est dans une société de micro-contenu. Exactement, mais bien avant nous, il y a Alain de Greff, qui était le patron des programmes de Canal, avait inventé un programme court, qui au début était le JTN, le JT qu'on faisait avec les nuls, qui était pendant la coupure de pub, qui débordait jusqu'à 3 minutes pendant les titres, qui ont ensuite été remplacés par les Guignols, qui ont perduré assez longtemps. Aujourd'hui, on n'a plus la même forme de consommation. On ne s'en sert plus de la même manière. Mais c'est vraiment Alain de Greff qui a imposé ça en France. Oui, d'ailleurs, là, vous parlez des Guignols. Finalement, c'est un format qui a duré longtemps. Comment on fait pour pérenniser un contenu? C'est compliqué? La plupart du temps, il faut être bon. Et quand c'est plus bon, la plupart du temps, les gens arrêtent de regarder et ça s'arrête. C'est assez binaire, notre métier. Certes. Non, mais c'est vrai. Enfin, les gens découvrent vite que c'est de la merde. Est-ce qu'il y a une recette magique? Je ne serais pas là s'il y en avait une. Non, c'est compliqué. Donc, vous savez, quand vous aviez parlé de keynote, je m'imaginais, moi, avec des baskets blanches, vendre un téléphone dont je n'avais pas besoin, et d'aller l'acheter quand même. Et je trouvais ça vachement intéressant. Bon, après, on a changé, mais je voulais le dire parce que j'étais très fier de ce truc-là. Peut-être un contenu tweetable. Ouais. Alors, est-ce qu'on continue sur Comédie Plus ou est-ce qu'on parlerait peut-être... on avait abordé ensemble le côté média et marque. Finalement, comment on fait pour rester une marque sans passer du côté média alors qu'on veut communiquer sur sa marque, voilà, sans en faire trop, être transparent et pas devenir un média finalement? Tout dépend où on se situe et tout dépend où on va. Mais une marque devenant le héros d'un épisode, c'est assez rare. Après, enfin plutôt avant, les Américains ont très bien introduit le produit dans par exemple leur soap opéra. Pourquoi ça s'appelle soap opéra? Parce que c'était produit par du savon, soap. Et le soap opéra est né de là, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les annonceurs, et de créer un programme pour l'annonceur où les valeurs de l'annonceur vont se retrouver dans le programme, non pas l'annonceur au cœur du programme. Donc c'est une idée. Aujourd'hui, plus on avance, plus on crée du contenu. C'est vrai que la clé du business en ce moment, c'est de créer du contenu, du bon contenu, on en parlait tout à l'heure, et d'essayer d'en avoir le plus possible et de proposer un maximum de choses. Sans les marques, à terme, on n'arrivera pas à le faire non plus parce que l'argent vient de là, mais maintenant, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de le faire intelligemment. On sait, on a vu le film, qu'une Zoé ne peut pas être le héros d'un film.
Finalement, c'est un système économique, en fait. Et il faut inclure toutes les parties prenantes dedans. Oui, ou comme Ford l'a fait avec un film que j'ai réalisé, on va pas parler du film, mais c'était marrant de s'inspirer d'une envie de changement et de parler d'une envie de changement au travers, non pas de la voiture, mais le changement de vie. Je trouvais ça vraiment intéressant d'aller sur ce terrain-là. Donc finalement, une marque peut aussi initier les tendances. Je pense que oui, ou en tout cas, une marque, elle est forcément tendance puisqu'elle s'inscrit dans un momentum et elle est présente. Accompagner un film, une série, ça peut être très fort. Toujours pareil, revenons dans les années 90, Seinfeld, il y avait une boisson dont j'oublie le nom là aujourd'hui, il l'avait dans son frigo et il l'ouvrait. Ça a été un énorme booster pour la vente de ces boissons. Mais c'était rien, c'est ouvrir un full frigo, prendre une bouteille, l'ouvrir et boire. Génial. Ouais. Donc finalement, le storytelling est là, quoi. C'est primordial. C'est arriver à installer dans l'histoire le produit, mais ce qui n'est pas facile à faire, ça c'est sûr. La force des marques, le storytelling, le contenu. Du coup, on en revient à l'impact du contenu. Et on va parler à l'ère du digital, ça me parle particulièrement. Comment, avec une société de zappeurs, à l'ère où le contenu, comme on en parlait, c'est du micro-contenu, les gens zappent, pour rester connectés, il faut que ce soit impactant, faire des buzz. Finalement, il vaut mieux faire de la quantité, de la qualité, cibler ou envoyer des messages massivement. C'est difficile. Il y a une mouche qui est tombée amoureuse de moi, je lui demande pardon, mais elle est là, elle-même. Ça doit être l'effet de mon parfum. C'est aujourd'hui qui regarde surtout. C'est à quel moment la famille est réunie devant un programme. Pourquoi l'émission en live, par exemple, a besoin de buzz pour qu'on puisse revenir le lendemain et regarder comment le buzz est en train de vivre. Après, on continue à avoir de la télévision d'exception qui fait que, grâce au service public, par exemple, on a des émissions qui rassemblent des gens devant, mais qui n'ont plus la même audience. Et quelque chose de totalement fou, les gens qui regardent Arte en live ont plus de 65 ans, voire 70 ans, et en délinéarisé, ils ont entre 30 et 35 ans. Donc on ne parle plus aux mêmes gens. Donc finalement, le mode de consommation du contenu a aussi beaucoup d'impact. Mais prendre un cas personnel, le mien, un cas que je connais bien, à part les news et le football, je ne regarde plus rien en live. Je regarde tout au moment où j'en ai envie et quand j'en ai envie. Aujourd'hui, une plateforme comme MyCanal, qui est la seule plateforme à livrer des séries récentes, des films et du sport, c'est la seule, à peu près 20% des abonnés s'en servent. Ce n'est pas encore le gros des abonnés. Mais ça devient, les plateformes deviennent essentielles dans notre consommation, parce qu'on consomme des séries, des films, des documentaires, du foot pour certains, du rugby pour d'autres, à des instants T. Comment maintenant placer de la pub, c'est ce qui est compliqué. Tout à l'heure, avec un journaliste, on parlait de fausses pubs. Je lui disais que c'était difficile de faire de la fausse pub aujourd'hui parce qu'on ne parle plus à tout le monde. Avant, les nuls, 4 chaînes, Tony Glandil, bam, tout le monde avait vu la pub, c'était super et on rigolait. Et on en rigole encore parce qu'on a l'âge de comprendre. Je vais montrer ça à ma fille de 13 ans, elle va me dire « Oh, so what ?» Il s'est touché... c'est tout ça qui a profondément changé. Elle rigole. Enfin, j'ai essayé de leur montrer. Il y avait un truc sur C8 et mes filles ont voulu regarder. La plus petite, ça l'a emmerdée, elle s'est barrée. Et la plus grande, ça la faisait marrer parce que je prenais les coups dans la gueule. Mais sortie de ça, elles n'avaient plus aucun repère. Elles ne regardent pas la pub. Donc comment finalement capter l'audience ? Je pense que si tous on savait, là, on se barre tout de suite. Je veux bien monter un truc avec vous.
Donc, il faudrait mieux varier finalement que de cibler ou... Moi, vraiment, je suis producteur de cinéma à la base, auteur-réalisateur. J'ai la chance de travailler depuis longtemps avec un groupe. Avant, j'ai travaillé avec Luc Besson. Aujourd'hui, même dans le cinéma, on ne sait pas où, comment... Enfin, c'est très compliqué. Il y a une baisse de la fréquentation absolument dingue dans le cinéma entre mai de cette année et la fin août. Et à part Indestructible, tous les films ont chuté d'au moins 30 ou 40%. Voilà, comment attirer les gens dans les salles quand il a fait gris pendant 5 mois et qu'il fait beau tout d'un coup et qu'on a envie d'être dehors et pas dans les salles. Comment donner envie aux spectateurs de venir voir nos films, de venir voir nos films français, parce que c'est important. Je continue à penser que la publicité pour le cinéma est nocive pour le cinéma français, car les Américains auront un pouvoir d'achat vraiment beaucoup plus fort que le nôtre, ce qui fait que la sortie d'Avengers couvrira tous les autres films qui sortent dans la même semaine. Non, aujourd'hui, c'est se dire comment faire pour que, en tout cas dans ma partie, rassembler une audience comme on a là, leur parler, les divertir et leur faire passer quelque chose. Faire passer un message, du coup. Merci pour cet échange. Moi, je pense qu'il serait intéressant aussi d'échanger avec vous. Si vous avez des questions sur le contenu, sur le cinéma, sur même le personnage, la personne qui est Dominique Farrugia, il se fera un plaisir du coup de vous répondre. Voilà. Il faut qu'il y ait déjà quelqu'un qui se lance. Voilà. Et après, il y a des questions jusqu'à 23h. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a changé dans le processus créatif entre les premières émissions sur lesquelles vous avez travaillé et la façon de travailler aujourd'hui, en fait, selon vous, de votre expérience? Pardon, vous pouvez répéter la fin de la question, j'ai mal entendu. Qu'est-ce qui a changé dans votre expérience, enfin vraiment par rapport à votre expérience à vous, entre la façon dont vous avez travaillé au démarrage de votre carrière sur des contenus et aujourd'hui, comment on crée un contenu et voilà, la façon dont on crée les contenus? Alors, je crois que rien n'a changé dans la forme de l'écriture. C'est-à-dire qu'on reste toujours seul, face... Bon, j'ai commencé, il n'y avait pas encore d'ordi portable, mais après on y est passé. Mais la chose simple qui a changé, c'est Canal+ naît le 4 novembre 84. Les nuls, on doit arriver en 86-87 de mémoire. Il y a 4 chaînes. Il y a 4 chaînes et Canal n'est même pas mesuré à l'époque. Donc on peut dire ce qu'on veut, les gens en parlent chez eux, on vient à la mode et ça marche. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait du mal à se lancer de la même manière. Deuxièmement, le politiquement correct qui a mis une chape de plomb sur l'humour aujourd'hui à la télévision, essentiellement, pas sur les réseaux sociaux, là, parce qu'on peut à peu près tout dire, même pire que ça, on pourrait plus faire Royal Rabbin. Il y avait une pub d'Alain Chabat dans la seule saison qu'on a fait d'Objectif Nul. Il y avait un très gros plan de lui, un zoom arrière, il était sur une croix et il disait « Sans colle ni clou, adhère, ça adhère ». Je pense que ça, c'est impossible aujourd'hui. Voilà. Je pense que tout ça a fait que tout a changé. Maintenant, il y a vraiment des trucs très drôles sur YouTube, des sketchs faits à la maison qui sont parfois d'une immense qualité, des gens qui écrivent, et moi j'en vois plein, sur les réseaux sociaux et essentiellement sur Twitter, qui peuvent être très très drôles. Et ce qui est intéressant pour un type comme moi, c'est d'aller chercher les talents là, par exemple. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'immense casting permanent, mais il y a aussi des changements de goût très larges. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Est-ce que vous avez déjà été sollicité ou est-ce que vous avez déjà travaillé pour des contenus spécifiques pour Internet ou pour les plateformes comme Snap ou...
Alors, on m'a proposé des choses, mais on était rarement d'accord. Voilà. Je pense que j'ai pas j'ai pas un profil qui s'insère facilement dans un projet tel qu'une marque peut le voir. Je l'ai fait avec Ford, c'était une jolie expérience, on s'est bien amusé. Mais non, on n'a jamais réussi à aller au bout. Je peux vous donner un exemple précis si ça ne vous ennuie pas trop. Une boîte qui avait plusieurs magasins, je pense que ça s'appelait Promode, qui n'existe plus, c'est ça? Ça existe? Ça existe, Promode. C'est l'autre, c'est celle qui est morte. Il voulait absolument créer une sorte de Peur Café comme il y avait dans les années 90 dans Friends, avec 4 vedettes tirées d'un peu partout. Et on allait créer un café au milieu du magasin et faire une sorte de 26 minutes quotidien dans le magasin. Ouais. On a essayé. C'était totalement... c'était plaqué, ça voulait rien dire. On a tourné dans le magasin au début, on a fait des essais. Il y avait tellement de bruit que c'était pas jouable. Donc on a essayé de refaire un magasin en studio. Ça n'a pas fonctionné parce que c'était faux, c'était plaqué. Et on essayait d'imiter une réalité qui n'existait pas. Pardon pour les gens qui travaillent pour Promode, je suis désolé. C'est des autres qui sont morts. Monsieur au fond. On fera la prochaine question, on la fera devant, ça la fera beaucoup courir. Et après on fera comme ça. Bonjour Dominique. Bonjour. On parle beaucoup aujourd'hui de consommation de vidéos sur téléphone mobile, plutôt adapté à des publics jeunes, donc des formats très courts. En France, on a Xavier Niel qui a investi dans Black Pills pour faire des programmes courts. Le groupe Canal aussi a lancé sa propre plateforme, a essayé de produire des contenus. La plateforme a été très rapidement fermée. Comment vous expliquez ça? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place en France pour ce type de format ou, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre retour là-dessus? Alors, c'est un avis totalement déconnecté de la fermeture de la plateforme de Canal et de la volonté, par exemple, de Black Pills de mettre autre chose que c'est du contenu beaucoup moins cher maintenant, puisqu'ils étaient à 1 million le bout et l'épisode, enfin les 10 épisodes de 10 minutes. Je crois qu'il n'y a pas d'appétence du public du tout pour ce genre de choses, c'est sûr. À l'inverse, une marque comme Brut a été créée avec justement du contenu d'infos court qu'on peut regarder sur le téléphone, et ça cartonne actuellement. Ça cartonne vraiment. Le seul... Encore une fois, c'est un avis totalement personnel, je ne suis pas là pour juger. Aujourd'hui, vous commencez une série dans votre chambre, vous pouvez la continuer dans le salon, continuer à la voir sur votre mobile. Voilà, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse des séries qu'on va découper 10 fois en 10 épisodes de 10 minutes parce que votre trajet est à peu près de 17 minutes entre chez vous, la gare et l'arrivée, et que les 10 minutes, vous les passez assis. Je pense qu'il n'y a pas d'appétence de la part du public pour ça. Et surtout, le téléphone, ça reste de l'ordre du gratuit, et dès qu'on demande de payer sur le téléphone, il n'y a plus personne au rendez-vous. C'est très très difficile de convertir les gens qui ont eu l'habitude de tout avoir gratuit en ayant du paiement et du paiement en plus pour de la série. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça m'intéresserait que vous répondiez. Oui, je vous le redonne, elle court, ouais. Pardonnez-moi, vous allez avoir des fesses en béton ce soir. Alors c'est intéressant, merci d'avoir votre retour là-dessus. Mais non, je pense que vous avez raison, c'est que la mobilité est plutôt à considérer du fait qu'effectivement les gens passent dans leur journée d'un état de leur salon, de leur radio, dans les transports, arrivent le soir et poursuivent effectivement l'expérience de visionnage un peu partout, plutôt qu'effectivement de produire un contenu spécifique. Maintenant, effectivement, la référence à Brut est très bonne. C'est vrai que c'est des formats qui cartonnent très bien. Et c'est plus finalement, je pense,
du contenu, du fond, plutôt que de la forme. Oui. Et je vous rejoins totalement sur la partie payante versus gratuite. C'est sûr que la génération aujourd'hui qui utilise et qui consomme sur mobile n'a pas l'habitude de payer. Alors moi je suis dans l'industrie du jeu vidéo et effectivement sur mobile le modèle free-to-play cartonne énormément sur cette population et j'imagine que dans le monde de l'entertainment et sur la vidéo c'est exactement la même chose. J'en suis sûr. Merci beaucoup. Pardon, là c'est en bas, je suis désolé. Mais c'est pas vous. Bonsoir Dominique, Bonsoir. Anne-Claire de Promode. Bon, ça c'était pour le joke. Concernant des contenus type podcast, est-ce que vous positionnez dessus? Deux, comment vous voyez l'évolution du marché? Est-ce qu'on est en développement, enfin en croissance, saturation, effet de mode? Je suis pas un grand. D'une part, je fais de l'image et je fais pas de son, et je suis pas un spécialiste justement de la radio. Autrement, on m'aurait confié Europe 1, j'en aurais fait ce que c'est. Donc, moi, j'apprécie de récupérer en tout cas des contenus sur France Culture pour justement ne pas avoir le temps en semaine de les écouter et avoir plus de temps le week-end pour écouter. Je trouve qu'il y a quelque chose de fort en ce moment avec le podcast, parce qu'on parlait tout à l'heure de la consommation dans les transports en commun. C'est un moment qu'on a de libre, seul avec son téléphone, et un moment avec des oreillettes ou voilà, des écouteurs. Il n'y a que nous et la personne qui nous parle. De la même manière, l'engouement qu'on a pour les livres parlés est de plus en plus là et de plus en plus grossissant, parce qu'il y a quelque chose de fort dedans, où on peut se retrouver seul avec quelque chose, ne pas avoir honte de l'entendre, on est seul et on le consomme. C'est mon avis de consommateur, c'est surtout pas un avis d'expert, parce que je suis pas expert en grand-chose, mais alors là, vraiment, en podcast, moins. Mais je trouve ça vraiment intéressant, en tout cas, le podcast, parce qu'il y a une vraie envie de se confronter à des choses différentes et qui sont essentiellement culturelles. Et je trouve ça nettement positif. Okay. Merci. Je vous en prie. J'ai l'impression que vous aimez le foot. Oui. Est-ce que vous avez vu des programmes ou des contenus un peu frais et rafraîchissants qui sortent des talks habituels? Ou alors tout le monde fait la même chose partout dans tous les pays? Alors, on a maintenant sur l'équipe TV le truc le plus drôle que j'ai vu moi à la télévision, qui est le match raconté par deux animateurs. En Italie, ça se fait beaucoup, sur la Rai d'ailleurs, et j'ai jamais vu un autre truc aussi drôle. Voilà. Bon, après, au bout d'un moment, on s'emmerde, mais je trouve ça formidable. Je vois pas quel est... Enfin, j'ai trouvé que J+1 était un vrai format intéressant, parce qu'on arrivait à rire du foot, et placer un type comme Cazard, totalement décalé, qui va rigoler d'un sport très spécial, qui est le football, auquel, telle une vache sacrée, on ne touche jamais. J'ai trouvé ça vraiment fort et intéressant. Et j'étais fier que ça soit fait par des gens que j'aime bien, en plus. Cazard en faisant partie. Maintenant, dans le monde entier, en tout cas, tout ce que j'ai pu voir, que ce soit en Angleterre, en Amérique du Sud, Angleterre, Amérique du Sud, moins pays nordiques, parce que je les connais moins, c'est de l'analyse, c'est du il n'a pas eu assez de temps de jeu, pourquoi on ne le sort pas, tuons cet entraîneur. Enfin, on ne sort pas de ces débats. Mais force est de constater que Canal, avec son Canal Football Club du samedi en clair, du dimanche en clair, pardon, les scores considérables, vraiment considérables, et que la deuxième mi-temps de PSG Lyon a fait un record d'audience. Donc il y a un truc tellement fédérateur autour du foot
qu'on continuera à mettre des mecs et des nanas autour d'une table qui diront ce qu'ils veulent des entraîneurs. Je pense que ça continuera à plaire. Mais je sais pas. Vous avez vu autre chose, vous? Non, justement, c'est pour ça que je demandais. Mais, et vous, c'est sur quoi? Ce qui est intéressant, c'est vers quoi vous aimeriez aller? Qu'est-ce que vous aimeriez regarder? Quelque chose de très bien informé, avec des stats, etc., etc., ou quelque chose de plus loufoque, plus drôle, plus emmené? Je trouve justement que maintenant, il y a trop de trucs qui se prennent au sérieux dans le foot, sur les analyses et la data et toutes ces choses-là, et que ça manque un peu de décalage et d'avoir du casar un peu plus partout, quoi. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais tout ça, ça nous est importé souvent de l'Angleterre et des États-Unis, et aussi des jeux vidéo. C'est-à-dire que FIFA, mine de rien, donne beaucoup d'infos quand on joue, et donc FIFA a une très forte, à mon humble avis, je ne fais pas du tout partie du service des sports de Canal ni des autres chaînes, donc, mais ils ont une très très forte impression sur la manière de parler foot. On a mis des animateurs, on a leur voix, mais ils donnent beaucoup de stats, ils donnent beaucoup de choses comme ça. Et ceux qui consomment FIFA consomment la même chose à la télé. On parlera rugby ou autre chose après. Ou cuisine. Il y a monsieur devant. Vous voulez de l'eau? J'en ai. Prenez, madame, prenez. Non, mais c'est terrible, j'ai vécu ce que vous vivez là, c'est... Je vous en prie. C'est gentil, mais moi je ne veux pas que vous vous perdre. Monsieur qui voulait parler. Là d'abord. Oui, bonsoir Dominique. Bonsoir. À l'époque de Comédie, vous avez utilisé la chaîne pour lancer et découvrir de nouveaux talents. Vous avez parlé des Robins, Cadet Olivier, Prévost aussi, le fils. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut les trouver ces talents et qu'est-ce qu'on peut en faire? J'ai beaucoup découvert de gens par la scène, à l'époque. J'ai la chance d'avoir produit Franck Dubosc, d'avoir produit Manu Payet, d'avoir produit Laurent Lafitte, qui sont des gens que j'ai vus sur scène, que j'ai produits sur scène, et qui après ont eu une vie. Les Robins des Bois, j'ai commencé à les produire sur scène, et ensuite ils sont venus rejoindre. C'était là qu'était, à l'époque, le vivier des comiques. Aujourd'hui, il y en a presque trop. Et trop de gens font la même chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez pris le métro, et le sketch commence comme ça. Bah non, donc si vous dites bah non, bah vous fermez et c'est fini. Je pense qu'ils sont sur YouTube. On peut en trouver des drôles, comme je le disais précédemment, sur Twitter et les réseaux sociaux. Est-ce que YouTube est un réseau social? Je me demande encore. Est-ce que YouTube va devenir véritablement une plateforme justement avec des contenus? Et c'est là qu'on pourra découvrir des choses. Je pense que c'est plus là que ça se passera, que ça se passait avant dans des petites salles de spectacle. Mais est-ce qu'on peut transposer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, etc., à la télé? Encore une fois, ceux qui les ont vus sur les réseaux sociaux et qui ont l'âge de les voir sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils iront à la télé le voir? Je ne sais pas. Je pense pratiquement que pas du tout. Pour les plus vieux, il y avait une émission qui s'appelait Le Petit Théâtre de Bouvard. Voilà. Il y avait 3 chaînes. Mais ce qui était dingue, c'est qu'il était allé dans les cafés-théâtres, qu'il avait auditionné, qu'il avait pris des gens, qu'ils avaient mis à un horaire incroyable qui était le carrefour avant le 20h. Et cette émission a cartonné. Et sont nés d'ailleurs beaucoup de comiques de mon âge ou même plus vieux. À l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, je ne sais plus où c'est possible. Je sais que Netflix aux États-Unis a lancé Netflix Joke et qu'il traverse les États-Unis pour prendre des jeunes stand-uppers
et leur faire filmer leur stand-up et les proposer, les prendre peut-être pour des séries, mais mine de rien, ils continuent à s'adresser à des gens comme Dave Chappelle, qui sont des énormes stars, qui vont mettre dans des séries à eux, les signer pour X années. Le combat est plus là en ce moment, c'est-à-dire de prendre des gens déjà très gros et les signer sur une plateforme, que d'aller découvrir parce qu'il n'y a plus le laboratoire. C'est ce qu'était Comédie, et lorsqu'on a lancé Comédie avec l'accord de Pierre Lescure et Alain de Greff, puisqu'ils faisaient partie du tour de table, c'était que Comédie devienne le laboratoire de Canal. Aujourd'hui, c'est plus ça et ça sera plus ça. Enfin, je le pense. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des marques et de la manière dont, enfin le rôle qu'elles pourraient avoir dans la création des contenus, ou dans les contenus en eux-mêmes. Comment aujourd'hui une marque pourrait vous donner envie à vous, à des créateurs comme vous, de collaborer? Quel rôle elle doit se donner? Vous avez évoqué Zoé ne peut pas être le héros d'un film. Du coup, c'est quoi le rôle d'une marque pour que vous ayez envie d'aller vous éclater avec et de travailler avec et de produire des choses avec? Mais, alors, je ne sais pas comment ça me donnera envie, mais quand je parlais de Zoé, il y a eu un vrai film, de fait. Il y a eu un vrai film qui est, pardon pour le réalisateur dont j'oublie le nom et pour les gens qui l'ont fait, mais je ne pense pas que le film ait été fait pour des bonnes raisons. Voilà. L'idée est de dire comment se mettre autour d'une table et de réfléchir à l'inscription du projet, à l'inscription dans le projet du produit. C'est-à-dire, moi je suis sûr qu'on peut réfléchir à du contenu intelligent, mini-série, série plus longue, 26 minutes, 15 minutes, dans laquelle la marque peut avoir quelque chose d'important. Ensuite, il y a autre chose, et on en parlait, j'en parlais, pardon, avant vos questions. Quelles sont les valeurs de la marque? Et est-ce qu'on peut reprendre les valeurs de la marque au cœur d'un programme? Et justement faire que ce programme est accompagné par la marque parce qu'elle défend les valeurs de la marque. Moi, je trouverais ça formidable d'arriver à faire ça. Et je suis sûr qu'on peut le faire. Mais ensuite, il faut qu'on arrive à convaincre tout le monde qu'à la fin, sur la totalité du programme, il ne faut pas qu'en bas à droite, on ait le nom du produit. Et je suis sûr que c'est possible. Mais c'est un long travail. Regardez des pubs formidables qu'on peut voir à la télé, justement sans marque, et on découvre la marque à la fin. Souvent, l'annonceur a envie quand même qu'on voit le nom de sa marque. Voilà. Donc, est-ce qu'on va pouvoir ensemble grandir et faire des choses comme ça? Je pense que c'est possible. Je pense vraiment que c'est possible. Les Américains l'ont fait, les Mexicains l'ont fait, de manière vraiment intéressante, dans des trucs un peu farfelus, mais qui marchaient vraiment bien. Vous disiez tout à l'heure que lorsqu'on vous a invité pour parler en keynote speech, vous étiez vu en basket blanche, debout, à essayer de vendre un téléphone que vous n'utiliserez pas. Que je ne devrais pas acheter et que j'achète quand même. Très bien. Alors justement, moi je pensais, du coup ça m'a fait penser à cet épisode, enfin à ce feuilleton qu'on vit depuis 10 ans, où vous avez Apple chaque année ou 2 fois par an qui fait une keynote dans laquelle il promeut ses produits. Et là je m'adresse aux créatifs. Je me demandais si demain un Tim Cook, patron d'Apple, vous approchez, vous disiez, bon Dominique, je commence à m'embêter avec ce feuilleton qui se répète chaque année. Est-ce que tu peux penser à un format intéressant pour nous, pour changer ça? Quelles sont les premières idées qui vous viendraient à l'esprit? Alors, je lui dirais surtout ne change rien, parce que tu fais un truc gratos que des milliards de gens regardent, et en plus achètent, ce que je trouve dingue. Donc, ça serait con d'arrêter.
c'est incroyable. Là, le dernier keynote était magnifique. Ils ont fait toute une sorte de pré-générique juste pour balancer le switcher de l'écran. Je trouvais ça dingue avec des mecs qui applaudissaient. Ouais, génial! Ça fait un peu peur. Et après, j'ai acheté le téléphone. Voilà, donc. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, Apple va devenir une plateforme, et une plateforme de contenu. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est de voir comment Apple, avec l'argent qu'ils ont, vont produire, ou en tout cas vont donner de l'argent à des créatifs pour produire des contenus pour leur plateforme. Alors, il y a des choses, il y a des discussions qui sont dans l'air. Je sais qu'ils sont en train de signer des noms très très intéressants. Tout le monde se bat à coups de milliards aux États-Unis. C'est totalement fou. Nous, on est loin de tout ça, mais il faut savoir que moi, j'ai vu tous les ans, il y a un congrès des exploitants. Donc, tous les gens qui dirigent des cinémas à travers la France se réunissent à Deauville et on voit toutes les bandes annonces proposées par les différentes toutes les différentes boîtes de distribution qui vont sortir en France. On a vu les adieux de Fox France. On a vu les adieux du patron de Fox France, qui ne sait pas ce qu'il sera demain, car il était là pour distribuer des films. Est-ce qu'il va en distribuer encore? Est-ce que Fox va devenir qu'une plateforme? Est-ce que Fox va ne créer des produits que pour ces plateformes? C'est ça qui est totalement dingue. Alors, moi, en tant que créatif, j'espère en faire partie, parce que je trouve qu'il y a des enjeux magnifiques à aller faire avec eux. Aujourd'hui, Studio Canal est une marque qui travaille tant avec Netflix qu'avec Amazon et qui travaillera un jour, j'espère, avec Apple et avec la plateforme d'Apple. C'est sûr et certain. Là, on pourra imaginer des choses, peut-être faire des choses en grand, parce que ça va être intéressant. Voilà, j'ai un conseil à donner à Tim Cook. Pour l'instant, tu bosses bien, continue, ça rapporte, et tu es largement plus riche que moi. Je parle en euros. Hein. Ah, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser une question par rapport à l'intelligence artificielle, pour savoir si dans la conception aujourd'hui, dans vos réflexions de création, vous commenciez ou vous aviez déjà depuis longtemps réfléchi à des intégrations de ce que vous pouviez apprendre via l'intelligence artificielle. Le cinéma et la série font partie, pour moi, des arts majeurs au même titre que la peinture, la photo. Enfin, pour moi, c'est de l'art et ça ne peut pas être écrit par quelqu'un d'autre qu'un auteur. Bon ou mauvais soit-il. Un ou une auteur, bien entendu. L'intelligence artificielle, je ne sais pas ce qu'elle nous donnera vraiment. Est-ce qu'elle va nous bâtir on va arriver à compiler les meilleures scènes de tous les films et puis il va nous dire ce qu'il faudra donner dans le film pour que ça soit bien ou pas bien. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je sais que le big data va nous aider à savoir où on va et à savoir ce qu'on fait et savoir comment on va faire, d'aller proposer des programmes dans des endroits qui plairont plus que d'autres. Enfin voilà, c'est assez bizarre déjà aujourd'hui comment le Nord rit plus à certains films que le Sud, et des trucs très, très, très intéressants là-dessus. Mais l'IA, j'ai du mal à croire que l'intelligence artificielle écrira quelque chose de mieux que la Grande Vadrouille. Beaucoup de tout, mais j'ai passé une semaine comme ça. C'était terrible. J'ai pris de la cortisone. C'est une dame qui part en courant. Bonjour. Alors moi, je voulais savoir... Vous êtes où? Ah voilà, excusez-moi. Pas de souci. Je voulais savoir comment on fait pour qu'un message ne s'essouffle pas.
Est-ce qu'on part du principe que si s'essouffle, il faut carrément changer, on part sur un nouveau projet avec un nouveau talent, comme vous en parliez tout à l'heure? Ou est-ce qu'on le revisite? Je pense notamment, comme les petits sketchs aussi dont vous parliez, je pense à Catherine et Liliane, où là, l'univers change, on n'est plus sur... on les filme plus au bureau, on les filme dehors, on essaie de créer une nouvelle dimension. Est-ce que ça part de ça ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes, d'autres moyens de garder le message actif et de garder l'audience? Il y a deux choses bien distinctes. Il y a la volonté de l'auteur qui dit j'en ai marre de tourner, je suis au bout du rouleau dans le bureau, il faut qu'on passe à autre chose. Donc on va sortir, on va faire d'autres trucs. Ça aide à écrire. C'est très compliqué d'écrire au quotidien. Très 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 compliqué. Ça demande un travail fou. On se remet en question tous les jours. C'est bien, c'est moins bien, c'est bon, c'est moins bon. Il y a deux choses importantes. C'est l'audience. Est-ce que l'audience continue à être là? On continue à avoir le même rapport au public et le public continue à rire. C'est super. On change parce qu'on se dit que le programme est bon et que l'auteur est un petit peu essoufflé, comme je le disais précédemment. On change de décor. Et puis malheureusement, la télé, ça s'arrête. Parce que c'est la télé et qu'il faut passer à un autre programme. Je ne sais pas ce qu'il en est de Catherine et Liliane, car encore une fois, je ne m'occupe pas des programmes de Canal, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Mais pour avoir été très proche des auteurs des Guignols avant et à la fin, les types étaient secs. Ils ne savaient plus quoi sortir. Ils étaient au bout d'un cycle. Pardon. Si vous écoutez le matin, que ce soit Laurent Gérard d'un côté et Canteloup de l'autre, la radio permet un truc formidable, c'est d'imaginer où les gens sont et que l'image parfois nous enlève cet imaginaire-là. Et les types continuent vraiment à nous faire rire et continuent à nous épater parce que justement, il y a une part d'imaginaire qui est très très forte. Et ça s'installe dans le temps. Voilà, c'est... je peux vous parler de mon expérience avec Les Nuls parce qu'elle a été forte. On a fait Les Nuls l'émission. C'était un boulot monstrueux puisqu'on écrivait 52 minutes par semaine avec plus ou moins de réussite. Mais on s'est beaucoup marré. Et au bout de 2 ans, on était rincés, on ne savait plus quoi faire. Et on a écrit un film qui s'appelle La Cité de la Peur. Parce qu'on n'y arrivait plus, parce qu'on avait la tête vide et qu'on ne savait plus. C'est pas que le programme marchait plus, là. Il y a toujours une part d'humain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais jamais si je réponds vraiment à la question, donc si vous voulez me reprendre... Ah, non. Vous avez été auteur, producteur, vous avez été réalisateur de séries, de films, de longs métrages, courts métrages. Qu'est-ce que vous avez préféré faire et de quoi vous êtes, s'il y a 2-3 sujets dont vous êtes le plus fier sur ce que vous avez fait? Alors, je pense que ce que je préfère, c'est mettre en scène. Mais voilà, ça ne donne pas toujours des choses formidables. Une des choses dont je suis le plus fier, c'est Comédie, la création de cette chaîne, et d'avoir mis ces talents ensemble. C'est pour moi une de mes plus grandes fiertés avec la naissance de mes filles. Parce que de voir naître un truc comme ça, c'est dingue. Et ça n'arrivera plus, parce qu'on a arrêté de faire ce genre de chaîne. Et puis produire, parfois, c'est donner naissance à quelque chose de beau, et je l'ai fait avec le film de Gérard Jugnot qui s'appelle Monsieur Batignolles, qui a un projet qui est né dans l'avion en rentrant de Bordeaux, où on avait beaucoup bu, et on était un petit peu fatigués, et il m'a dit cette phrase dingue que sa grand-mère avait dit à son grand-père: si tu avais fait comme les autres, on serait riche aujourd'hui. Et de là est né Batignolles, et voilà, c'est vraiment le film dont je suis le plus fier en tant que producteur. Après, voilà, tout a un goût différent.
Je vais boire un peu parce que je m'étouffe. Bonjour. Bonjour, vous êtes très loin. Pardon, oui, je suis très loin. Mais je vous vois, je vous vois. J'ai cru qu'il fallait crier, mais non. Est-ce que pour vous, la data, c'est l'ami ou c'est l'ennemi de la créativité? Est-ce que ça nourrit la façon de créer des programmes, d'écrire ou de créer du contenu? Ou est-ce qu'au contraire, le fait de suranalyser tout, finalement, met un espèce d'énorme couvercle de... on décortique tout et il n'y a plus aucun parti pris, il n'y a plus aucune curation et il n'y a plus aucun engagement et courage dans le point de vue créatif? Je ne pense pas du tout que le data puisse, de la même manière que l'intelligence artificielle, créer quelque chose d'artistique. Et je crois avant tout que le film soit mauvais ou bon, c'est avant tout un projet artistique. En tout cas, je l'espère. Maintenant, le big data va nous donner des informations sur où les diffuser, comment les diffuser, à qui les diffuser et vers qui aller. Et ça, c'est sûr. Surtout avec la création des différentes plateformes qui vont naître là, qui sont en gestation. On a parlé d'Apple tout à l'heure, mais si Disney rachète Fox à 71 milliards, c'est pas pour aller jouer au tennis, c'est justement pour crocher du number à mort, voir ce qui marche le mieux, mettre leurs projets les plus en avant. Ils doivent avoir déjà fait une étude de tous leurs personnages Marvel et tous les personnages DC Comics qu'ils peuvent avoir, les mettre le plus ensemble possible pour justement en tirer des séries. Ils vont travailler comme ça et ils travailleront comme ça. Maintenant, il restera un auteur qui écrira le scénario. Mais de savoir si c'est Daredevil ou Superman, je connais pas bien les super-héros, je vais être super mauvais là-dedans. Mais ils vont forcément se servir de tout ça. Et s'il y a ces rapprochements, et TNT aujourd'hui qui achète Warner, ça veut dire aussi qu'AT&T à terme va créer une plateforme. Aujourd'hui, il y a des petites plateformes aux États-Unis, il y en a entre 8 et 10. Hulu en fait partie. Je pense qu'eux serviront du big data pour dire voilà vers où on va, voilà ce qu'on doit faire, et voilà où dans les États-Unis on va pousser ça, pousser ça, pousser ça. Ça, j'en suis sûr. Ensuite, sur l'écriture, je pense pas que le big data nous explique quoi que ce soit. Parce que, encore une fois, il y a des exemples tellement dingues de séries ou de films qui ont du succès alors qu'on ne l'attendait pas. Et quand vous savez que l'un des plus grands succès du cinéma français, c'est un tétraplégique et un noir, je pense pas que le big data nous le donnait, ça. Non, mais en fait, c'est un peu le sens de ma question, c'est si... Pardon, je ne les ai pas entendus, excusez-moi. Si on passe ces projets-là au tamis de la data, est-ce que ces projets auront encore lieu? Ou est-ce que, parce que justement, il n'y a pas tellement... Enfin, c'est des paris, et c'est des choses qui n'étaient pas supposées marcher, est-ce que ces projets-là auront encore lieu? C'est fou, parce que... je connais bien les auteurs, réalisateurs, les producteurs, je connais tout le monde autour de ce film. Ce film est né d'une envie précise de 5 mecs, 2 auteurs-réalisateurs, 3 producteurs, qui avaient envie au même moment de prendre les droits de ce bouquin et d'en faire un film parce qu'ils ont vu une interview un soir à la télé. Ça part de là, d'une envie comme ça. Maintenant, cruncher les datas à l'envers, c'est-à-dire tout rentrer dedans et voir si quelque chose en sort, je ne sais pas. Le tétraplégique est toujours pas à la mode à la télé et le noir non plus. Je veux bien que vous me répondiez. Non, mais en fait, ce qu'on fait tous dans la salle aujourd'hui, c'est d'essayer de prédire avec la data. Et donc finalement, on s'appuie sur la data pour prendre des décisions, pour aller dans un sens ou dans un autre. Et donc, si on applique à la créativité les règles qui finalement gouvernent notre métier, aujourd'hui, on analyse avant de faire. J'entends. Et du coup, si on applique ça, je me dis que peut-être ça peut créer des mécaniques qui sont un peu appauvrissantes, puisque ça décourage peut-être potentiellement l'audace sur certains sujets. Je vous rejoins à 16 000%. Je continue à croire qu'un projet cinématographique, par exemple, est un projet porté par
plusieurs personnes qui vont aller dans le même sens et vont essayer de faire le meilleur film possible en partant de ce truc où tout le monde va leur dire vous êtes fous. Mais je continue à prendre Intouchable comme sujet. Intouchable, il n'y a pas une boîte de distribution à Paris qui ne voulait pas le projet. Le projet était pour tout le monde fou parce que justement on parlait on parlait différemment des gens, on parlait différemment du rapport d'un noir pauvre avec un handicapé riche. On n'en avait jamais parlé, on n'en parlait jamais. Je pense que dans ce sens-là, le big data appauvrira automatiquement le projet. Mais à l'inverse, je pense que le big data peut nous influencer sur des choix, des envies, et comment aussi réunir des gens auxquels on ne penserait pas peut-être. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. On est tous ici des acteurs du digital, du marketing, de la communication. On essaye de trouver le Graal du buzz, le fameux buzz, ou d'être performant à moindre coût. Alors nous, on a une grande chance, c'est de vous avoir ce soir avec nous, Dominique. Quels seraient vos conseils, les conseils que vous nous donneriez pour tout simplement émerger? Waouh. Je vous remercie pour votre question. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, en tout cas à la télévision, ce qui fonctionne, c'est le buzz lancé en live. Voilà. Et ça veut dire du direct, ça veut dire laisser tout ouvert et parler. Ensuite, ça peut créer des choses qui peuvent être bonnes ou moins bonnes. Moi, j'ai aucun conseil à donner, mais on s'aperçoit que quand on peut parler et quand on peut parler librement, ça crée quelque chose, et ce quelque chose peut aller plus loin. Ensuite, ce plus loin, s'il est en live, ça va, parce que c'est du direct, on n'a rien arrêté. Et je pense que si Michel Pollack, si ça vous dit quelque chose, dans les années 80, avait vécu avec les réseaux sociaux, ça aurait été dingue. Mais totalement dingue. Totalement dingue. Un mec qui dit, avant on disait fils de con, maintenant, avant on disait fils de con, maintenant on dirait père de con. Le type qui lance ça à un ministre, enfin voilà, ça avait quelque chose de fort, et c'était du direct. Je pense que, en tout cas, la relation du téléspectateur à la télévision, aujourd'hui, elle se passe par le live. Vraiment. Et le reste, délinéarisé, je regarde quand je veux, je m'arrête, je reprends, ce dont on parlait tout à l'heure. Après, ça a toujours une part de maléfique, c'est-à-dire qu'on va inviter un mec dont le nom commence par Z et on sait qu'il va lâcher des trucs horribles. Et est-ce qu'on l'a invité pour l'écouter parce qu'on a envie de lui donner la parole, ou parce qu'on sait que ce qu'il va dire va faire que, en début de saison, ça va lancer l'émission? Voilà. Moi, les conseils, si je les avais, je les garderais pour moi. Je les ramènerais à la maison et je les donnerais. J'en ai pas. On vit dans un instant de buzz, on vit dans un instant de l'immédiateté, on vit dans un moment où hier, j'entendais que les journalistes étaient énervés par le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement. Les gars, c'est votre boulot de nous rapporter le gouvernement, c'est pas au gouvernement d'attendre que vous soyez prêts. Il y a un truc fou, complètement fou. Mais d'ailleurs, le mauvais buzz, on peut en parler aussi, et c'est tout ce que vient de vivre le président de la République dans tous les sens. Dans tous les sens. Et comment une marque Macron s'est complètement explosée en vol en 3 mois, alors que le mec était vraiment tout en haut. Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous attendiez, mais... Je suis sûr que non, allez-y. Non, l'histoire de la vérité, c'est intéressant. Le fait d'être vrai. Le marketing est souvent pas vrai. Donc le fait d'être vrai, c'est une leçon.
J'ai pas entendu. Vous pouvez me répéter votre Si question? le marketing est souvent marketé, donc faux. Donc le fait, la vérité, votre concept sur le fait d'être vrai, le live c'est vrai, et on peut pas mentir. Et ça, les gens, ils apprécient la vérité aujourd'hui, ils réfutent le faux. Donc ça, c'est intéressant comme notion. Mais il y a une notion de live qui est très très importante, et surtout, aujourd'hui, pourquoi sur tous les réseaux sociaux vous avez du live? Tous les réseaux sociaux vous permettent de faire des trucs en live. Tous. Alors que je parlais à Facebook il y a 2 ans de créer une émission politique sur Facebook parce que justement les jeunes qui se détournaient de la politique, au moins auraient regardé la politique, me disaient « Non Dominique, tu dis n'importe... » Non, c'était il y a 4-5 ans. Non Dominique, tu dis n'importe quoi. Nous, on est là pour disposer des images des autres et puis rien. Le live, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul réseau social qui ne vous propose pas du live. Pourquoi? Parce que ça fait réagir tout de suite. Parce que ça donne à vos followers l'impression d'exister avec eux, d'être là avec eux et de participer à ça. C'est ça qui est fort. Moi, je crois beaucoup au direct. Je crois au direct à la télévision parce qu'il est fédérateur. Si on se retrouve dans des salles comme là en ce moment, c'est pour parler, échanger dans un endroit où on a envie de le faire à plusieurs et d'entendre ce que les autres disent. De la même façon, on parlait de football tout à l'heure. Le football en boîte, c'est inintéressant. Quand on connaît le score, on s'en fout. Donc on a envie d'être là et on a envie d'entendre des commentaires. C'est, je crois, le live, le vrai berceau en ce moment du buzz et de ce qui fait connaître. Et que les émissions montées et surmontées sont en ce moment doucement en train de s'éteindre. Même s'ils essaient d'en créer par des petites phrases qu'ils vont couper après, ou alors qu'on va rebalancer, parce que c'est toujours un petit peu nauséabond. Pardon. C'est plus fort avec le micro. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. On est bon? Ah non, monsieur. Il faut redescendre. À droite, chemise bleue. Voilà, vous approchez. Levez la main, monsieur. Parce que, voilà, voilà. Pardon. Bonsoir Dominique. Merci madame. Bonsoir, pardon. Je voulais savoir comment vous nourrissiez votre créativité au quotidien avec toutes ces sources. Je vous ai entendu parler de YouTube, mais également du Mexique, à travers une phrase. Et combien de temps vous y passez? Alors d'une part, je travaille avec des gens. Ça, c'est important. Et des gens plus jeunes que moi. Car eux m'indiquent des choses que je n'aurais pas forcément vues. 2, je continue à lire la presse. Parce que grâce à la presse, on arrive à décortiquer des choses qu'on ne peut plus décortiquer en 300 caractères. J'essaye encore, à ma petite mesure, de rester curieux, de voir des gens, d'aller voir quelques spectacles, mais c'est surtout d'écouter ce que les gens vous disent et de savoir ce qu'ils vous en disent. On parlait du buzz tout à l'heure et je trouvais vraiment notre conversation très intéressante. Chaque fois que j'ai découvert quelqu'un, c'est parce que quelqu'un m'a dit « Tu devrais aller voir ce mec-là, il est super drôle ». Et je vous assure que si j'ai découvert les Robin des Bois et ils sont devenus les uns et les autres des acteurs reconnus et des auteurs reconnus, c'est un déjeuner avec Michel et Serge et Sadavicius qui m'ont dit tu peux pas ne pas aller voir cette troupe de théâtre. J'ai dit c'est où? À Fontainebleau. J'ai dit 2 choses. 1, j'aime pas le théâtre. 2, à Fontainebleau, les gars, ça me fait chier. Un des frères dit mais j'ai ma panda, je t'emmène. En plus en panda, j'y suis allé et j'ai découvert les mecs les plus géniaux de la Terre. J'ai eu un cul monumental. Tout ça voilà, ça, une part de chance et une part de choses comme ça. Maintenant, par moment, on se focalise sur quelque chose. Quand je parlais du Mexique, j'ai fait faillite grâce au brand content, donc je peux vraiment en parler. Et donc j'ai regardé des tonnes de choses sur le brand content et je m'y suis vraiment, vraiment intéressé. C'est pour ça que je parlais du Mexique tout à l'heure. J'ai refroidi tout le monde là. C'est bon, vous m'entendez? Parfait. On va peut-être prendre une dernière question.
Dominique, alors je vais oser une question un peu plus personnelle et sentimentale de vieux fans des débuts, puisque c'est la dernière question. Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous auriez peut-être la possibilité un jour de retravailler sur d'autres formats avec vos anciens compères des nuls? Alors, on atteint des âges où, à part faire la tournée des EHPAD, on n'est pas super sûr. Donc, je suis très déçu. Mais vous verrez, dans 15 ans, l'EHPAD peut se marrer. Hein. Nous changerons les couches et on rigolera. Non, là, ce soir, on est tous les trois sur Burger Quiz. On ne s'attendait pas à se retrouver, mais c'est le hasard du calendrier. Je pense qu'on n'a jamais eu envie de faire une suite à ce qu'on avait fait avant, parce que ça allait être moins bien. C'était bien d'arrêter. Faut savoir arrêter un moment et... On a réussi à s'inscrire dans les 30 comédies préférées des Français. Ne pas basculer dans la comédie la plus détestée des Français après. Je trouve ça mieux. Mais la tournée des EHPAD, ça me penche. Vous aviez une question, madame, c'est ça? Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question aussi. Monsieur, pardon. Ah, mes nouveaux projets, c'est large. Aujourd'hui, Studio Canal me permet de devenir producteur tant de séries que de cinéma. Donc j'ai pas des choses totalement, je peux pas vous les annoncer là, mais je travaille autant sur des séries dramatiques que sur des films comiques. On a entre 15 et 20 en gestation. Et certains qui pourront partir en production à partir de l'été prochain. Donc, je suis ravi de retourner à la maison. C'est rigolo. Voilà. Eh bien, merci Dominique. Merci à vous. Nous allons applaudir vivement.